je vais vous parler des conséquences des AGI sur la scolarité. Donc, je vais me baser sur une présentation qu'a faite ma collègue, le docteur Dussert-Benisti, qui travaille dans le RESRIP, le réseau ville-hôpital pour les maladies inflammatoires rhumatologiques. Et donc, voilà, je vais vous présenter ça. Et au début, je vous fais un petit rappel sur les arthrites juvéniles. Alors, l'arthrite juvénile idiopathique, c'est une maladie rhumatismale chronique qui est la plus fréquente chez l'enfant. En France, elle va toucher 5000 enfants. Donc, il y a des critères pour parler d'arthrite juvénile. Il faut une arthrite qui évolue depuis au moins 6 semaines et qui débute avant l'âge de 16 ans. Et pour lequel on n'a pas retrouvé de causes, par exemple des causes tumorales ou alors des causes infectieuses surtout. Et donc, c'est connu que l'arthrite juvénile est associée à une importante invalidité à court et à long terme, et c'est la première cause de handicap acquis. Alors, il y a différentes catégories d'arthrite juvénile. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais juste vous lister les catégories. Donc, il y a l'arthrite systémique qui est surtout caractérisée par de la fièvre. Voilà, ça va être l'arthrite avec de la fièvre. Donc, il faut de la fièvre depuis plus de 2 semaines, des arthrites et également une éruption cutanée. On a après la famille des oligoarthrites. On dit oligo parce qu'il faut qu'il n'y ait pas plus de 4 articulations qui soient atteintes. Donc, il y a des enfants qui ont des oligoarthrites qui ont des facteurs antinucléaires positifs et d'autres qui ont des facteurs antinucléaires négatifs. Et puis ensuite, il y a la famille des polyarthrites. Alors, il y a polyarthrite facteur rhumatoïde négatif et la polyarthrite facteur rhumatoïde positif. Et dans ces polyarthrites, il y a plus de 5 ou plus des articulations qui sont touchées. On a aussi l'arthrite psoriasique, donc qui associe des arthrites avec du psoriasis, et puis les arthrites avec anthésite, avec parfois le marqueur HLA-B27, et qui peut s'associer donc aussi avec, donc là, on parle de spondylarthropathie. Et puis il y a la catégorie d'arthrite indifférenciée quand on n'arrive pas à mettre une arthrite dans les autres catégories. Donc, en termes de fréquence, les arthrites les plus fréquentes, c'est les oligoarthrites, quand même, qui représentent entre 27 et 56% des arthrites juvéniles idiopathiques, et les polyarthrites facteurs rhumatoïdes négatifs. Donc après, la classification que je vous ai présentée là est pas mal discutée depuis quand même maintenant pas mal d'années. En fait, on voudrait simplifier cette classification et surtout pour se rapprocher aussi de la nomenclature des adultes, ce qui est aussi plus facile après quand on parle de transition et pour parler des mêmes maladies. Alors, je vous parle des plus fréquentes. Donc, dans l'arthrite juvénile oligo-articulaire, qui est la plus fréquente, ça touche surtout les filles entre 2 et 4 ans. L'arthrite est asymétrique et souvent, au début de la maladie, il n'y a qu'une articulation qui est touchée. Et le plus fréquent, c'est quand même le genou. Donc, ce qu'on va constater quand il y a l'arthrite du genou, c'est un gonflement du genou. Si l'enfant est petit, ça va être surtout une boiterie et l'enfant ne va pas se plaindre. Souvent, l'enfant ne se plaint pas et c'est surtout la boiterie qui est au premier plan. On peut donc avoir d'autres atteintes articulaires comme les chevilles, par exemple, les coudes plus rarement. Et fréquemment, on a une association avec des facteurs antinucléaires, donc des facteurs antinucléaires qui sont positifs. Et lorsque ces facteurs antinucléaires sont positifs, on sait que l'enfant a plus de risque d'avoir une uvéite, donc l'inflammation au niveau des yeux. C'est pour ça qu'on fait une surveillance ophtalmologique très rapprochée pour dépister ces uvéites qui, au début, en fait, les symptômes sont très frustres. En général, les enfants n'ont pas mal, l'œil n'est pas rouge. Donc, c'est pour ça qu'on recommande un dépistage systématique de l'uvéite pour prendre les choses vraiment très tôt. Parce que si on dépiste une uvéite très tôt, en fait, on peut avoir un traitement uniquement avec des collyres. Et si on la prend en charge plus tard, les traitements sont plus lourds et puis on peut déjà arriver à des stades de complications.
Donc, dans l'évolution de cette arthrite juvénile, donc, il y a des formes qui vont évoluer, qui vont persister. Donc ça, on dit quand ça dure plus de 6 mois, c'est des formes persistantes. Et extensives, qu'en bout de 6 mois, il y a une augmentation du nombre d'articulations et on a plus de 4 articulations qui sont touchées. Voilà. Donc pour avoir une prise en charge vraiment optimale de l'arthrite juvénile, il faut le diagnostiquer le plus rapidement possible. Donc c'est vrai que maintenant, grâce au réseau et puis aussi grâce à la formation des médecins, on arrive à ce que les médecins soient de plus en plus sensibilisés, même les médecins qui sont hors centre de référence, et donc ils nous adressent les patients quand même plus rapidement. Donc c'est bien, comme ça on peut faire le diagnostic et surtout proposer un traitement rapidement. Donc les traitements, initialement, ça repose sur les anti-inflammatoires. On peut proposer également des infiltrations lorsque les anti-inflammatoires sont inefficaces. Donc les infiltrations, ça va consister en l'injection de corticoïdes dans l'articulation. Donc ça, on peut le faire quand il y a peu d'articulations qui sont touchées. Et puis si l'infiltration est inefficace ou qu'il y a beaucoup d'articulations en même temps qui sont touchées, on va mettre en place un traitement de fond qui est en première intention le méthotrexate. Et en cas de non-efficacité ou d'efficacité partielle, on peut être amené à utiliser d'autres traitements, ce qu'on appelle après les biothérapies. Donc ça va être essentiellement les anti-TNF. Alors, il y a dans les formes polyarticulaires, donc il y en a qui sont facteurs rhumatoïdes négatifs et d'autres facteurs rhumatoïdes positifs. En gros, quand les facteurs rhumatoïdes positifs sont positifs, on se rapproche de la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, on a une polyarthrite qui est symétrique. En général, ça va toucher quand même les grandes filles, donc de plus de 8 ans. On peut avoir de l'inflammation quand on fait la prise de sang. Et voilà, il y a des marqueurs donc, sanguins, des anticorps qu'on peut retrouver. Alors là, je vais vous parler du réseau, justement. Donc le réseau s'appelle le RESRIP. Il a été créé en 2013. C'est un réseau pour les rhumatismes inflammatoires pédiatriques d'Île-de-France. Et donc, il est destiné à la prise en charge des enfants de moins de 18 ans qui ont un rhumatisme inflammatoire chronique et qui habitent en Île-de-France. Donc ce réseau ne va pas prendre en charge que les enfants qui ont une arthrite juvénile idiopathique, il prend en charge aussi d'autres pathologies, mais on verra que quand même la plupart des enfants pris en charge ont une arthrite juvénile. Alors, les missions de ce réseau sont d'apporter une aide en fait à la famille et donc à l'enfant, et également aux soignants, donc que ce soit les médecins ou aussi les paramédicaux. Donc, quand je dis paramédicaux, ça veut dire les kinés, les psychologues en ville, les infirmières. Et donc, ce réseau va permettre en fait une coordination du parcours de santé du patient, parce que le patient va rencontrer plusieurs interlocuteurs. Donc, dans les interlocuteurs, il y a le médecin référent, ensuite le médecin traitant, le médecin référent donc à l'hôpital, et puis en général l'infirmière, le kiné, le psychologue parfois. Donc ils vont coordonner en fait tout ce parcours de santé et donc adapter aussi la prise en charge en fonction de l'évolution du patient. Donc, pour être inclus dans le réseau, en fait, c'est une demande au départ du médecin référent qui voit l'enfant à l'hôpital et qui pense qu'il y a une nécessité pour que l'enfant soit pris en charge dans le réseau. Donc, il y a une consultation qui est faite et donc le patient et la famille vont voir dans un premier temps l'infirmière de ce réseau qui va évaluer un peu les besoins de l'enfant et ensuite va mettre en place les différentes actions. Donc les besoins sont évalués et il y aura un carnet de liaison qui va être donné à cet enfant. Et ce carnet est très important, en fait, il va être rempli par les différents partenaires.
justement. Donc que ce soit le médecin référent, mais aussi donc tout le personnel soignant qui travaille en dehors de l'hôpital. Donc que ce soit les kinés qui vont faire des observations ou l'infirmière. Et donc le patient aura toujours ce carnet avec lui lorsqu'il voit les différents partenaires. Et donc, comme je vous disais, ça va être les médecins qui peuvent remplir des observations, les paramédicaux et également, s'il le faut, l'assistante sociale qui travaille aussi dans le réseau. Alors actuellement, l'assistante sociale qui travaille dans le réseau, c'est l'assistante sociale du service hospitalier, mais qui travaille avec le réseau. Donc voilà, je vous ai mis les différents en fait, partenaires hein, de ce parcours. Donc l'aide pour la famille, ça va être surtout de coordonner le parcours de santé et puis d'aider aussi à la transition. Donc ça, je vais en reparler plus tard. Et donc ce réseau aussi propose des ateliers d'éducation thérapeutique et ça, je vais en reparler plus tard. Donc, pour les professionnels de santé, l'aide du réseau, ça va être d'établir un lien en fait, entre le médecin référent et les paramédicaux, de proposer des formations aussi et d'être un soutien dans le sens où si les kinés, les infirmières, elles ont des questions par rapport à la pathologie du patient, eh ben, elles peuvent poser des questions au réseau facilement, les joindre facilement. Donc l'objectif est de favoriser le quotidien de l'enfant et notamment l'intégration à l'école. Donc on sait que quand on a une arthrite juvénile, l'intégration scolaire n'est pas toujours facile, également l'intégration sociale. Donc il y a un peu de choses dans la littérature. Donc nous, on a des bases de données hein, où sont référencés des articles, des études. Et donc, quand on consulte tout ce qui a été fait dans le domaine, on voit qu'il y a quelques études, hein, quelques équipes médicales qui se sont intéressées à l'impact en fait, de l'arthrite juvénile sur donc le côté social. Donc, ça va être sur les activités scolaires et puis parascolaires des enfants. Et donc, ce qui avait été vu dans une étude, c'est que quand même, quand l'enfant a une arthrite juvénile, il peut être un peu quand même pénalisé et que ses activités scolaires ou parascolaires peuvent être souvent annulées. Alors pourquoi? Parce que soit il est malade, soit il est douloureux, ou aussi à cause des rendez-vous à l'hôpital avec les médecins et les séances de kiné, par exemple. Donc il y a un impact quand même au quotidien sur l'enfant qui a une arthrite juvénile. Et puis, donc, il y a eu des études aussi hein, sur les activités physiques. Alors, la plupart des études, c'est plus basé sur les activités physiques des enfants. Et donc, là, il y avait une revue, en fait, une équipe qui avait repris un petit peu tous les articles qui parlaient justement de ça, de l'impact de l'arthrite juvénile sur les loisirs des enfants. Et donc, là, dans cette revue, ils avaient sélectionné 12 articles qui parlaient de ça. Et donc, ils arrivaient à la conclusion que, quand même, les enfants qui avaient une arthrite juvénile participaient moins aux activités extrascolaires. Voilà, que ça avait un impact quand même sur la vie de tous les jours. Et donc, il y avait des facteurs qui influençaient négativement la participation aux activités de loisirs. Donc, des facteurs qui faisaient que liés à la maladie, qui faisaient que l'enfant avait moins d'activités extrascolaires. Donc, par exemple, c'était le type d'arthrite juvénile. Donc, par exemple, dans la maladie de Still, qui peut être sévère, l'enfant, ça avait un impact plus important l'enfant était plus impacté que les enfants qui avaient d'autres arthrites juvéniles. Voilà. L'enfant qui était douloureux aussi, qui avait beaucoup d'articulations gonflées, qui avait des raideurs séquelaires des arthrites, la fatigue,
une sensation plutôt de mal-être. Tout ça, ça jouait en fait sur la participation aux activités extrascolaires. Et ils ont noté quand même des facteurs qui influençaient plutôt positivement la participation aux activités de loisirs. Alors un peu paradoxalement, ce qu'ils avaient noté, c'est que plus la durée de la maladie était longue, finalement, plus les enfants participaient aux activités de loisirs. Ils notaient que les garçons aussi, les jeunes enfants, étaient moins impactés peut-être que les enfants un peu plus âgés. Et donc, il y a eu aussi des études pour évaluer un peu l'absentéisme scolaire. Est-ce que l'arthrite juvénile idiopathique a un impact sur l'absentéisme scolaire? Donc, on va dire que la moyenne, à peu près, chez un enfant qui n'a pas de pathologie, il y a à peu près 5% d'absentéisme scolaire. Et il notait que chez les patients qui avaient une arthrite juvénile idiopathique, l'absentéisme scolaire était plutôt de 8 à 9%. Donc, quand même un peu plus important. Donc là, je vous ai mis un tableau avec les différentes études. Là, bon, il y avait une étude au Maroc où on avait quand même un absentéisme scolaire de base qui est assez important, 33%. Et chez les enfants qui avaient une arthrite juvénile idiopathique, on montait à 62% quand même d'absentéisme scolaire. Mais on partait de très haut. Et donc finalement, après, les autres études montraient qu'on était plutôt à 8-9%. Alors, ce qui est intéressant aussi d'évaluer, c'est le niveau d'éducation et puis également l'emploi chez ces enfants qui ont une arthrite juvénile idiopathique. Donc, il y a eu une équipe allemande qui a étudié ça dans sa cohorte de patients. Donc, ils avaient 2183 patients avec une arthrite juvénile idiopathique. Donc, c'est une cohorte qui a été constituée sur une grande période. Et eux, ils notaient que le niveau d'éducation était plus faible et également que le taux de chômage était plus élevé. Alors après, les résultats sont un peu discordants parce qu'il y a eu des études faites en Angleterre qui montraient qu'il y avait une étude, par exemple, qui montrait que le niveau d'éducation était meilleur quand on avait une arthrite juvénile, mais en revanche, le taux de chômage était quand même 2 fois plus élevé. Et puis une autre étude qui montrait que le niveau d'éducation était le même. Malgré, alors, par exemple, en Allemagne, ils disaient que quand même depuis 2002, il y avait des lois qui étaient sorties pour justement favoriser l'emploi quand même chez des patients qui ont des arthrites. Et malgré ces lois, en fait, il y avait quand même un taux de chômage plus élevé. Donc on voit que l'arthrite juvénile idiopathique, a priori, quand même, a un impact sur la scolarité des enfants. Et donc nous, dans le cadre du réseau, ce qu'on fait, c'est que pour évaluer l'efficacité, enfin, l'effet de l'intervention du réseau sur la vie de tous les jours des enfants, et puis aussi voir l'évolution du patient, quand il est revu à chaque consultation, en fait, tous les 6 mois, on donne un petit bulletin aux parents à remplir et ils doivent notamment renseigner le nombre de jours où l'enfant n'est pas allé à l'école. Également aussi, ils notent l'état de fatigue de l'enfant, de douleur de l'enfant. Et donc là, cette étude a été faite à partir justement de ces renseignements pour évaluer l'impact de l'activité du réseau sur justement l'absentéisme, tout ça. Et puis aussi, là, je vais vous présenter les actions en fait, qui ont été faites concrètement par le réseau. Donc là, dans le réseau, quand on a repris les données, en fait, c'était en 2017, il y avait 278 patients qui étaient suivis, avec une moyenne d'âge de 12,7 ans. Et donc, vous voyez, comme pathologie, quand même, ce qui est représenté essentiellement, c'est l'arthrite juvénile idiopathique.
Et donc après, les études sont faites à partir justement de tous ces patients. Et donc ce qui a été mis en évidence là, c'est que donc, il y avait le réseau avait fait 178 PAI. Alors le PAI, c'est le plan d'accueil individualisé qu'on va remplir pour l'école. Et donc, il y a 178 PAI qui ont été remplis pour les établissements. Et ce qui a permis pour certains enfants d'avoir un double du jeu de livres, donc avoir des livres qui restent en permanence à l'école, ce qui évite quand même à l'enfant de porter à chaque fois les livres. Également, il y a des régimes qui sont mis en place des fois dans certaines types d'arthrite, notamment dans l'arthrite juvénile idiopathique de type systémique, où on met en place un traitement par corticoïdes qui nécessite un régime particulier. Et donc, grâce à ce PAI, on a pu mettre en place un régime particulier à l'école. Également, donc, des protocoles d'urgence ont été remplis. Et puis pour les patients qui avaient une atteinte ophtalmologique aussi, voilà, donc en fonction en fait, de la pathologie, les actions ne vont pas être toujours les mêmes. Donc ça dépend des pathologies. Et donc aussi, les réseaux a permis aussi un soutien donc, aux professionnels de l'éducation nationale. Donc il y a une aide vraiment apportée pour les médecins scolaires et puis également pour les infirmières scolaires. Donc il y a eu 8 formations médicales continues pour des médecins scolaires et des infirmières. Il y a aussi eu des entretiens personnels avec 25 médecins ou infirmières, donc c'est concernant un patient en particulier. Et puis de temps en temps, donc ça c'est pas fréquent, mais il y a des RCP, donc des réunions de concertation pluridisciplinaires pour un enfant donné dans un établissement. Donc ça, c'est pour des patients souvent qui ont des difficultés d'intégration scolaire, ou voire des fois qu'il y a de la stigmatisation par rapport à la pathologie. Donc ça va réunir le médecin référent, le médecin traitant, le directeur de l'établissement en général, un professeur. Donc ça, c'est des réunions à faire vraiment pour aider l'intégration de l'enfant. Et puis donc il y a un partenariat avec le SAPAD, qui est le service d'assistance pédagogique à domicile. Donc ça, normalement, on peut le mettre en place pour un absentéisme de plus de 3 semaines. Et donc ça a été mis en place pour plusieurs enfants. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment une aide très importante aux enfants qui ont parfois voilà, des semaines un peu difficiles où soit la période de diagnostic ou de traitement fait qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Et donc pour eux, c'est vraiment une aide pour passer cette période vraiment difficile. Alors donc là dans le réseau, le docteur Dussert a évalué en fait donc l'évolution en fait de l'absentéisme scolaire chez les enfants qui étaient suivis. Donc grâce justement aux bulletins qui remplissent tous les 6 mois. Et on voit qu'au cours du suivi, donc elle a représenté la médiane des jours d'absentéisme scolaire, on voit que la médiane diminue. On passe de 4 jours à 2 jours, puis après quasiment 1 jour au bout de plusieurs années. Donc après, on peut se dire que c'est l'effet de l'action du réseau, mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi l'effet tout simplement, l'évolution de la maladie, qui peut être beaucoup moins sévère, ce qui fait que l'enfant va plus à l'école, et puis lié soit à l'évolution de la maladie, soit aux traitements qui sont bénéfiques. Mais on peut penser quand même qu'il y a une action du réseau là-dedans, et bien sûr, il faut faire maintenant des études un peu approfondies pour faire un peu la part des choses. Et c'était une étude préliminaire. Donc là, c'est la moyenne qui est représentée, et elle avait représenté l'absentéisme des parents donc en orange, et puis toujours l'absentéisme des enfants. Alors là, il y a juste c'était à 36 mois. Bon, il y a une enfant en fait qui a fait ce pic en fait, qui a eu un absentéisme très important, et donc qui a un peu voilà, fait monter la moyenne. Donc c'est vrai que c'était plus parlant quand on regarde la médiane.
Et puis également, on voit qu'au fur et à mesure du temps, il y a une diminution de la fatigue et également de la qualité de vie, enfin il y a une augmentation pardon, de la qualité de vie des enfants. Donc ça, c'est du positif. Voilà, donc ça, c'est vraiment des résultats préliminaires, mais c'est vrai qu'ils sont encourageants. Et donc après, il faudrait comparer ça à une population en fait hors réseau, et ce qui permettrait de voir est-ce que lorsque les enfants ne sont pas suivis par un réseau, est-ce qu'il y a aussi une diminution comme ça des jours d'absentéisme. Ça pourrait être intéressant. Et puis corréler ces résultats avec les traitements, bien sûr, et l'activité de la maladie. Donc les projets à venir sont la rédaction d'un PAI alors, type, hein, donc vraiment spécifique des maladies rhumatologiques. Donc ça, c'est en cours, mais c'est difficile à faire passer vis-à-vis de l'éducation nationale. Mais bon, c'est en cours et c'est vrai que c'est vraiment très pratique hein, pour les médecins référents d'avoir ce type de PAI parce que dedans, il y a des détails vraiment pratiques, mais vraiment spécifiques des rhumatismes. Et quand on va remplir un PAI classique, c'est vrai qu'il peut y avoir des oublis sur voilà, des choses auxquelles vraiment il ne faut pas penser, et notamment par rapport au sport, parce que là, l'objectif aussi de ces PAI, c'est plus d'encadrer aussi l'activité sportive à l'école, mais de ne pas faire un certificat de non-pratique du sport totalement. On sait que la pratique du sport peut être adaptée. Et en plus, on sait que le sport est bénéfique hein, pour les patients qui ont de l'arthrite juvénile. Donc, grâce à ce type de PAI un peu spécifique, on peut réussir à ce que l'enfant aille au cours de PS, mais que l'activité soit adaptée à lui. Voilà. Ce n'est pas facile à mettre en place, mais c'est vrai que quand on a des documents spécifiques reconnus par l'éducation nationale, c'est quand même plus facile à faire passer. Voilà. Et donc, on continue bien sûr le partenariat avec le SAPAD et puis l'école à l'hôpital. Et ça, c'est vraiment... Le réseau, pour ça, vraiment, est aussi très utile hein, parce que c'est vraiment pas évident quand l'enfant est déscolarisé justement qu'il y a un professeur qui vienne à domicile faire l'école. Voilà, donc là, je vous présente l'équipe du réseau, donc avec son infirmière, il y a une secrétaire médicale, il y a le docteur Dussert, le docteur Rossi, et puis Christelle Lasquette, qui est la directrice du réseau. Et donc vraiment les actions là pour l'instant du réseau ont montré qu'on pouvait améliorer l'intégration des patients quand même qui ont un rhumatisme inflammatoire. Ils ont noté aussi hein, qu'il y avait une diminution des arrêts de sport pour vraiment plutôt une adaptation du sport. Et puis les études préliminaires sont plutôt encourageantes quand même sur l'absentéisme scolaire, mais il faut faire un peu plus d'études pour voir si c'est vraiment l'action du réseau qui est bénéfique. Voilà, je vous remercie.